voudrais avant toute chose remercier chaleureusement la presse, les médias venus nombreux à l'occasion de cette rencontre qui renouvelle en réalité une pratique qui était bien établie entre les femmes et les hommes des médias de notre pays et notre parti politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer à mon tour les membres du directoire ici présents, les vice-présidents, les conseillers spéciaux, les membres du directoire, saluer les amis politiques qui sont toujours présents à l'occasion des grands événements, des grands moments, et qui ne nous ont jamais fait défaut. Merci d'être là. Je reviens après presque 10 mois, peut-être un peu plus, un peu moins, en tout cas depuis août 2025, devant les médias, pour parler au nom de notre parti, de mon parti, c'est-à-dire celui dont je suis militant, fier de l'être, qui est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'actualité nous donne l'occasion de le faire, même si nous avions prévu d'organiser une rencontre avec la presse à un autre moment, mais l'actualité politique haletante de notre pays nous donne l'occasion donc de venir nous entretenir avec la presse et à travers la presse, c'est-à-dire à travers les médias, avec l'opinion nationale, nos compatriotes, et pourquoi pas l'opinion internationale qui s'intéresse à la marche de notre pays. Et cette actualité est essentiellement politique, disais-je, je pourrais dire essentiellement centrée d'une part sur les questions électorales et d'autre part sur les questions de succession présidentielle au Cameroun. Ce sont les deux points autour desquels je vais organiser mon propos dans sa première partie, parce qu'il y aura une seconde partie qui sera consacrée à notre présence dans les médias à l'avenir. S'agissant de cette première partie, nous avons fait une première réaction à la suite d'une série de projets de loi déposés d'une part devant l'Assemblée nationale et d'autre part devant le Parlement réuni en congrès. Dans le premier cas, comme on le sait, c'était pour modifier des lois ordinaires. Dans le second cas, c'était pour modifier la Constitution. S'agissant des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale, il y a eu un premier projet de loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. En fait, il s'agissait d'une deuxième loi du genre en moins de 2 ans dans notre pays. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que le calendrier électoral dans notre pays est devenu un serpent de mer, à telle enseigne que nous avons l'impression qu'on organise les élections, pour ne pas dire qu'on fait la politique chez nous, dans notre pays, par embuscade. Voici un pays où les partis politiques ne savent jamais à quel moment se tiendront effectivement les élections. C'est important de souligner cela parce que les attentes de l'opinion vis-à-vis des partis politiques, des acteurs politiques, doivent également tenir compte de cet aléa. Nous sommes à peu près l'un des rares pays au monde où on n'a pas de calendrier électoral établi. Donc vous ne pouvez pas faire de prévisions, ni en termes d'organisation, encore moins en termes de mobilisation des ressources financières. Et cela est extrêmement grave. Comment arrivez-vous à constituer des listes de candidats à une élection si vous ne savez pas à quel moment ces élections se tiendront? Comment pouvez-vous solliciter
vos camarades du parti, vos amis politiques, sur le plan financier, mobiliser les ressources nécessaires pour organiser une élection qui peut se tenir 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Il y a là donc un vrai problème démocratique dans notre pays et il ne faut pas se contenter parce que il ne faut pas se contenter de l'écume. Parfois, en regardant les médias, j'ai l'impression que nous perdons de vue les vrais problèmes. On ne voit pas les problèmes dans leur profondeur, on surfe dessus. On considère comme acquis le fait qu'un gouvernement puisse jouer à ce point-là avec le calendrier électoral. Ça n'est pas permis, ni par nos lois, ni par les engagements internationaux du Cameroun. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous indiquer très clairement les articles qui n'ont pas en l'occurrence été respectés dans la législation camerounaise et les dispositions des engagements internationaux du Cameroun qui ont été clairement violées. Donc, la loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Je rappelle que c'est un rappel important. Les élections à l'Assemblée nationale et dans les collectivités territoriales décentralisées communales devaient avoir lieu en février 2025. J'insiste là-dessus parce que vous tous, dans les médias, vous balayez, vous passez dessus comme si c'était un épiphénomène, comme si ça n'avait aucune espèce d'importance ou d'intérêt. Et vous le savez, ce n'est pas parce que vous ne le savez pas. Vous êtes tous des femmes et des hommes très intelligents. Et je ne sais pas pourquoi vous n'aidez pas notre peuple par vos lumières, en clarifiant les choses. On ne vous demande pas de plaider pour le MRC, d'avoir quelques faveurs à notre État, mais de dire simplement la vérité. C'est après tout la formation que vous avez reçue. J'allais dire presque, c'est le serment que vous prenez lorsque vous choisissez le métier de journaliste. C'est de dire la vérité et toute la vérité. Or, tout le monde a passé le septennat à nous blâmer d'avoir boycotté une élection. Bon Dieu, comme si nous on inventait quelque chose. D'abord, nous ne sommes pas le premier parti à avoir déjà boycotté les élections. Il souviendra à tout le monde que le SDF a boycotté les élections législatives en 1992. Et je n'ai jamais entendu un débat particulier là-dessus. Le boycott est un moyen d'action des partis politiques. Que signifie le boycott? C'est un peu comme on le verra tout à l'heure, la pétition. Le boycott est un message qu'un parti politique ayant épuisé toutes les voies de droit et n'ayant pas choisi la voie de la violence, choisit pour envoyer un message aux dirigeants. Il faut le comprendre comme cela. On vous a entretenu dans des faussetés. Qu'est-ce que c'est que le boycott? Puisque nous n'avons même pas fait un boycott actif, comme on disait. Il y a un boycott actif, c'est celui dans lequel non seulement vous dites d'aller pas voter, mais vous mettez vos militants sur le terrain pour que partout où ils voient des gens en train de voter, qu'ils saccagent l'élection. Nous n'avons pas fait cela, parce que ce n'est pas notre option. Nous avons dit aux Camerounais n'allez pas voter. Et nous avons été suivis massivement. Les rapports de l'Union africaine sont là. Ceux qui ont été là à cette époque vous disent que le boycott a été suivi entre 75 et 80%. Pourquoi vous n'en parlez jamais dans les médias? Vous faites plutôt faire croire que voilà un parti politique capricieux qui a à sa tête un dirigeant qui ne comprend rien en politique, qui a pris des décisions malheureuses et qui l'a pénalisé. Voilà en résumé ce que vous présentez. Parce que c'est le discours officiel et c'est celui qu'on a mis dans notre bouche. De temps en temps, prenez le recul comme des femmes et des hommes libres, capables de faire vos propres analyses. Vous n'avez même jamais expliqué aux Camerounais pourquoi nous avons fait le boycott. C'est-à-dire, on a présenté ça juste comme des gens égarés qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais nous avons donné des motifs de boycott. Qu'est-ce que nous avons dit? On organisait des élections législatives en 2020. N'oubliez pas, la crise dans la partie anglophone du pays était à son pic. Et nous avons dit, on ne peut pas organiser les élections dans ces deux régions de notre pays à cause du conflit armé. Donc si on ne peut pas le faire et on organise néanmoins, cela veut dire que nous aurons nous-mêmes, pour prendre la terminologie des autres, les francophones, la République du Cameroun aura acté le rejet ou la partition du pays, puisque vous ne donnez pas l'occasion à une zone en guerre d'exprimer et d'entrer dans le jeu politique républicain en exprimant son suffrage.
pour les députés, donc sa représentation dans la représentation nationale, et pour la gestion des collectivités locales. Voilà le premier point. Je ne sais pas pourquoi personne n'a jamais fait un arrêt là-dessus. Vous croyez que c'est une question mineure, que c'est une question secondaire, le souci de préserver l'unité de notre pays, en essayant de faire en sorte que tout le monde participe au jeu républicain. Mais on a voulu tourner ça contre nous parce que les cabinets noirs et tous les laboratoires où on dépend des milliards à payer des gens qui inventent des bêtises, on inventé un discours, préparé un discours que vous avez répété et on a répété, c'est ça qui est dans l'opinion. Ça, c'était le premier élément. La crise du non-solo.